Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7 sur Europe Info. Nous avons autour de ce plateau deux analystes politiques, Constant Lemou et Kofi Nayote Kondo. Avec eux, nous avons parlé du Ghana qui est à l'heure de la contestation. Les opposants sont sortis dans les rues d'Accra pour protester contre la gestion de l'État. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire après l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est notre ancien président Bédié qui appelle l'actuel président Alassane Dramane Ouattara à libérer les prisonniers politiques. Ils ont été sans doute entendus selon les dernières nouvelles. 79 prisonniers ont été libérés par le pouvoir d'Abidjan. Et puis on va terminer par le Togo et les langues qui se délient sur les conclusions de la CENAP, la concertation nationale entre acteurs politiques au Togo. Chers invités, bonjour. Bonjour Michel. Ça fait un moment, mais c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Les occupations ne nous permettent pas de participer chaque fois que nous sommes invités. Mais dès que c'est possible, nous répondons et nous sommes là. Bonjour, mon co-débatteur Kofi Nayote Kondo. Ok. Bonjour, monsieur Lemou. Bonjour, Michel. Je vais bien. Allez, on commence donc par le Ghana. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus mercredi dans les rues de la capitale du Ghana, Accra, pour protester contre l'action gouvernementale du président Nana Akufo-Addo. Alors, on va suivre deux manifestants. Il s'agit de Safo Eric et Olkis Kokoroko. Nous n'avons aucune place dans la politique, nous n'avons aucune place dans la gouvernance, nous n'avons aucune place pour apporter une quelconque contribution nationale. On nous a tous nié ce fait et il n'y a pas de solution. La jeunesse populaire ghanéenne qui s'est jointe à la manifestation veut protester contre le tyran, la dictature, la gouvernance népotique, la médiocrité. Le gouvernement ne sait pas ce qu'est la méritocratie. Il fait tout dans son propre intérêt. Nous sommes ici parce que nous sommes des citoyens et nous nous soucions du pays. Le gouvernement ne doit pas penser que nous sommes ici pour montrer le drapeau d'un autre parti ou pour faire avancer un agenda politique. Il s'agit de l'agenda d'un pays qui s'appelle le Ghana. Nous voulons que le Ghana ait du succès, donc nous sommes tous là avec cet agenda. L'agenda du Ghana qui est exposé dans les rues d'Accra. Constant Lemou, selon Safo Eric, il y a la dictature, il y a la médiocrité plutôt, il y a l'action narcissique de l'État, des choses qu'on ne pouvait pas peut-être parler du Ghana, mais qui sans cesse reviennent au Ghana et cela inquiète. Merci Michel pour l'observation que nous partageons avec Eric qui s'est prononcé. Nous ne sommes pas Ghanéens, mais nous sommes observateurs de loin de la situation qui règne au Ghana. Évidemment, le Ghana est connu pour son avancée du point de vue de la démocratie, du respect des droits de l'homme et tout ce qui permet la liberté et le développement économique. Mais il se fait que d'un régime à l'autre, quelquefois ça vacille. C'est le cas de l'actuel régime au Ghana qui ne tient pas, Nana Akufo-Addo, qui ne tient pas véritablement la dragée haute par rapport aux attentes et au niveau atteint par le Ghana. Et naturellement, cela révolte les Ghanéens, surtout la jeunesse, qui est plus avancée dans l'imprégnation démocratique, dans les libertés, les droits de l'homme, mais surtout les initiatives de développement. Le régime semble un peu verrouillé. Ça semble verrouiller les opportunités et la crise sanitaire aidant,
il y a vraiment à s'inquiéter par rapport au devenir de la jeunesse, puisque véritablement le gouvernement ne semble pas aller dans le sens de l'épanouissement de la jeunesse dans son ensemble et le développement, les avancées démocratiques et de développement économique du Ghana. La hausse du prix du pétrole et l'augmentation des impôts sur un certain nombre de choses a exacerbé le mécontentement, ce qui a naturellement poussé une fermentation de la société jusqu'à ce qu'on obtienne ces manifestations dans la rue. Maintenant, c'est vrai, la crise, elle est un peu mondiale, elle est généralisée, mais chaque pays sent différemment les effets de cette crise par rapport à la manière dont le pays est géré avant et pendant, ou du moins depuis le début de la crise. Rapidement, au Ghana, je ne dis pas que l'économie togolaise est plus reluisante que celle du Ghana, mais sûrement que les impacts ressentis seraient un peu plus forts au Ghana qu'au Togo. Et quand on compare les chiffres de contamination, des décès, ainsi de suite, quand on se souvient encore des déferlements des cas de contamination de Covid à partir du Ghana vers le Togo, nous comprenons assez aisément qu'il y avait beaucoup plus de mesures de protection au Togo contre des mesures de riposte au Togo comparativement au Ghana. Donc, naturellement, cela sera ressenti, tous ces impacts. Et surtout, pendant longtemps, le pétrole a coûté moins cher au Ghana comparativement au Togo. Et si aujourd'hui, le Ghana avance très vite sur les prix de pétrole à la pompe, il faut comprendre qu'il y a de quoi se révolter, même si la crise est mondiale. Ribambert, si on peut le dire, de revendication de ces jeunes que vous avez vu tout à l'heure. Monsieur Kondo et Kokoroko disaient que nous ne portons pas l'étiquette d'un parti politique. Nous sommes là pour les gagner. C'est un message fort. Oui. En fait, je crois que cette crise que nous observons maintenant au Ghana devait arriver un peu plus tôt. Mais les Ghanéens ont appris à se battre pour le succès, et ils conservent aussi l'amour qu'ils ont pour leur patrie. Ils ne lâchent pas leur patrie à terre rapidement. Et je crois que ce n'est que le moment où le volcan s'est réveillé et on sent cette sortie dans les rues de la masse de jeunes qui réclament qu'on regarde beaucoup plus près l'agenda du Ghana et non l'agenda des partis politiques. Je crois que le Ghana, comme M. Consal l'a souligné, a connu des avancées en matière de la démocratie et c'est un pays très respecté en la matière. Donc, du coup, il est clair que si beaucoup ne se retrouvent pas dans la gouvernance de l'actuel président du Ghana, il est fort probable que ça bouillonne de la base et que ce n'est que le bout de l'iceberg que nous voyons avec les jeunes qui sont là, mais le feu même brûle en dessous au niveau de la classe, des organisations syndicales, des politiques et consorts et puis de la société civile. Et il faut reconnaître que pour que ça en arrive là, le Ghana, il y a beaucoup plus de facilité. Parce que dans les communautés, quand vous allez au Ghana, vous allez voir, dans la même famille, le papa peut être d'un autre bord politique, la maman de l'autre bord. Donc, il y a une communication très fluide pour apprécier les choses. Dans le même quartier, vous allez voir les partis qui cohabitent pour tenir des réunions, des meetings et consorts. Donc, chacun est au parfum des informations et donc, rapidement, si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas vraiment au Ghana. Alors, quand il y a ces genres de problèmes, on arrive vite, M. Constant Lénion, à politiser cela. On a vu les récentes élections présidentielles au Ghana et tout ce que ça a drainé. Les politiques peuvent rentrer dans la danse. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à politiser les manifestations de mécontentement des populations.
Mais je pense que les manifestants ont vite fait et bien fait de dégager, dissocier cette manifestation de toute revendication politique. C'est un mécontentement social, purement social. Il n'y a pas une revendication, à mon sens, qui tienne compte sur un aspect politique. C'est vrai, la conséquence de la gouvernance de Ado a occasionné ces mécontentements, ces problèmes sociaux. Ah oui, de ce point de vue, il peut penser, peut-être les tenants du pouvoir peuvent penser que oui, ça fragilise leur pouvoir, mais là c'est vraiment la conséquence de leur mauvaise gestion. Peut-être ils ont une orientation qui n'arrange pas tout de suite les Ghanéens, mais laquelle? Il faudrait vraiment communiquer si vraiment ils ont opté pour une réorientation politique ou bien du développement économique. Alors il fallait communiquer suffisamment pour que la chose commune soit la plus partagée, surtout quand il s'agit de la gouvernance. Quand vous prenez de l'autre côté de la frontière est de notre pays, je veux parler du Bénin, Patrice Talon communique suffisamment sur les réorientations qu'il est en train de donner et cela suscite l'adhésion massive et générale des populations. Vous pensez qu'elle est massive? Mais là, même si ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, elle est vraiment massive. Nous aurons le temps d'en débattre. Et nous avons eu l'occasion même de revenir sur ces aspects par les débats passés. Ouais. Donc au Ghana, ce qui est sûr, le malaise social est là. Ce malaise, c'est qu'il y a un revirement du pouvoir. Et on ne peut pas refuser à la société, à la jeunesse, aux couches vulnérables de manifester leur mécontentement. Et ça n'a rien à faire avec les partis politiques. Aujourd'hui, la hausse du prix du pétrole impacte toute la vie des Ghanéens, sans parti pris. En dehors de ceux qui sont vraiment ceux qui gèrent le pouvoir, les militants du parti au pouvoir sont impactés par la hausse des impôts et des prix. La vie chère, c'est tout le monde qui subit. Ce n'est pas une question politique. Ils n'ont pas demandé un parti politique d'aller prendre le pouvoir. Ils n'ont pas exprimé une préférence à une tendance politique, mais ils demandent au gouvernement de revoir la copie de la gouvernance pour permettre de soulager les peines des populations. Monsieur Kondo, c'est la deuxième manifestation de grande envergure, il faut le souligner. Depuis, on se souvient du rejet du recours de l'ancien président et opposant de Nana Akufo-Addo, John Mahama, du NDC. Même question à vous également, est-ce qu'on peut interpréter ces manifestations par les guillons politiques? Vous savez, du moment où il y a eu une élection où celui qui est déclaré élu est contesté par une partie, donc fondamentalement, il faut que le parti qui a connu la défaite doit user de toutes les stratégies politiques pour évincer l'autre afin de pouvoir revenir sur la scène politique. Et il vous souvient qu'à l'époque, Mahamat... l'ancien président. John Mahama. Jerry Rawlings. Non, pas Jerry Rawlings. Pas Jerry Rawlings. En fait, je vais recadrer. En fait, il n'est pas dit clairement que Addo a gagné fortement les élections. Il y a eu des arrangements et on a privilégié le Ghana, on a sauvé l'avenir du Ghana. Et donc, il est clair que le programme que Addo a présenté n'a pas reçu l'adhésion de toute la classe politique ghanéenne et donc de la société civile. Donc à un moment donné, je crois que les gens veulent l'observer et s'il ne revient pas à charge pour pouvoir améliorer sa gouvernance, logiquement, il va être fortement contesté. C'est ce que nous sommes en train d'observer, mais le Ghana connaît une belle tradition. Je crois qu'on ne va pas aller très loin. Les gens savent s'asseoir pour discuter.
ils savent s'asseoir autour de la table pour discuter. Et donc, vous allez voir, même quel qu'en soit le cas, lorsqu'on veut faire le processus budgétaire au Ghana, c'est une chaîne. Ça va même des chefs traditionnels jusqu'aux élus locaux de la zone, jusqu'à ce que ça passe au Parlement vers le truc pour que ça puisse aller. Donc, chacun va prendre en compte les paramètres pour voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour réorienter la vie économique du Ghana afin d'apaiser la conscience de la population. Ça va être fait. Les séquelles, Michel, oui, allez-y. Oui. Justement, dire les séquelles des élections, ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas d'effet sur ces manifestations. Nous l'avons dit au départ, le Ghana connaît une tradition démocratique et un sens élevé du patriotisme. Oui. Quand les débats des élections sont clos, tous les Ghanéens se mettent au travail. Il n'y a plus question, comme sous d'autres cieux, où celui qui a perdu les élections va chercher à mettre les bâtons dans les roues, poser des pots de banane à celui qui est au pouvoir. Non, c'est antipatriotique que les Ghanéens ne le font pas. Les Ghanéens ne le font pas. Sauf que ces malaises sociaux dus à la mauvaise gouvernance donnent encore une fois raison à ceux qui ont contesté l'élection, parce qu'effectivement, le projet de société ayant été mauvais, mais la CENI technique ayant raté sa mission, a donné au Ghana un mauvais président. Conséquence, mauvaise gestion, mécontentement, et cela est vécu par tout le monde. Ce n'est pas une question d'opposition derrière. Non. Le Ghana n'a pas l'habitude des coups d'État, des coups de force, de contestation des partis politiques ou bien du président par la rue. Nous ne connaissons pas ça véritablement au Ghana. Le Ghana n'a pas cette tradition. Mais, encore une fois, la mauvaise élection a donné un mauvais résultat de la gouvernance. Conséquence, malaise social, manifestation. Il revient à Ado, au président Ado, de ratifier le tir. Et son parti et son équipe gouvernementale d'écouter la rue, d'écouter la jeunesse, de ratifier rapidement le tir. Ce sera difficile, évidemment, parce que nous traversons une situation conjoncturelle générale. Elle n'est pas nationale, n'est pas régionale, elle est mondiale. Et beaucoup de pays évoluent vers les récessions. Les récessions. Alors, il sera très, très difficile à Nana Addo de pouvoir gérer cette crise, mais prions qu'il ne soit pas emporté, comme on l'a vu dans d'autres pays, où la vie chère a emporté les présidents et leur régime. Monsieur Constant Lemou a parlé de vie chère, hausse du prix du carburant. On parle également de l'impôt et autres. C'est peut-être trop pour les jeunes Ghanéens. Oui, vous savez, lorsque le pays est complètement agenouillé, qui traverse une période de crise mondialisée que nous avons aussi connue, nous traversons au Togo, logiquement, je crois quand même que la stratégie politique qu'il faut imposer, ce n'était pas vraiment asphyxier la population davantage qui va résoudre le problème de la gouvernance ou bien qui va donner les ressources fondamentalement à l'État. Et comment trouver les solutions alors? Oui, si en fait, il faut plutôt alléger les charges aux opérateurs économiques et à la population afin de pouvoir redresser progressivement. Et il revient à l'État aussi de revoir son train de vie afin d'assainir les choses. Mais si on veut maintenir le même cap, on veut s'améliorer davantage et pomper davantage le peuple, le Ghana n'est pas un pays, la population ghanéenne n'est pas comme d'autres populations. Donc les gens vont se révolter rapidement. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Voilà. Et puis, il faut ajouter, il y a peut-être un fait d'un voyage du président Addo qui a servi la poudre au feu. Qui a fait déborder le vase. Le pays dispose d'un avion présidentiel. Mais il se permet d'aller louer un jet privé plus confortable pour ses voyages. Pendant que
les Ghanéens souffrent. Cela est su, cela est connu des populations. Et alors, les Ghanéens se demandent alors, est-ce qu'ils participent à la souffrance? Est-ce qu'il est sensible à la souffrance des Ghanéens? Est-ce que cet argent n'aurait pas plutôt servi à alléger les couches défavorisées d'une zone donnée? Mais si le président est insensible à ce que souffre son peuple, eh bien, il y a de quoi comprendre aisément ces manifestations de rue. Nous restons toujours avec vous. Les gens disent que c'est un président francophile. Il est non seulement attaché aux valeurs de la France, mais également, il traite avec souvent les présidents de la sous-région, le président Ado, cette fois-ci de la Côte d'Ivoire, le président Faure Gnassingbé du Togo et d'autres présidents de la sous-région. Nana Ado est président du Ghana. Il n'est pas président du Togo ou il n'est pas un apprenti président de Ado Alassane Ouattara ou le président Faure. Il est élu par les Ghanéens selon la politique ghanéenne. Il n'est pas le seul. Il n'a pas entre ses mains seul l'ensemble du pouvoir ghanéen. C'est tout un régime. Mais c'est lui le fil d'Ariane de ce régime. Nous sommes parfaitement d'accord. Alors, s'il prend le risque d'un revirement qui ne marche pas, il en a maintenant les preuves. Il a les résultats de ce revirement dans la rue. Effectivement, ce rapprochement avec les présidents des pays francophones, où le niveau de vie, ou du moins le système de gouvernance n'est pas meilleur au Ghana, s'il se rapproche de ces régimes pour apprendre ce qui est mauvais, il y a de quoi les Ghanéens qui l'ont élu, ou du moins qui ont admis qu'il soit président pour 5 ans, il y a de quoi qu'il soit mécontent. Seulement, il faut aussi comprendre que le Ghana est entouré des pays francophones et ne peut pas vivre comme si... Disons en autarcie. Le Ghana a l'obligation de s'ouvrir sur tous les pays francophones qui l'entourent. Mais alors, il faut savoir s'ouvrir en gardant ses valeurs intrinsèques, éviter de copier les mauvaises pratiques, plutôt tricher les bonnes pratiques si elles peuvent améliorer la vie du pays. C'est ce que moi je pense. Mais véritablement, je doute. Je doute que la politique de Ado soit inspirée par les présidents francophones du Togo, où pendant que le président du Togo se bat pour améliorer les conditions ou la gouvernance du pays, il ne peut pas conseiller le président ghanéen, son homologue ghanéen, de faire de mauvaises choses. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puis le président Ado connaît bien la tradition politique ghanéenne, avec une société civile très forte, une chefferie traditionnelle très forte, complètement déconnectée de la politique. Il ne peut pas se hasarder à aller tricher les mauvaises pratiques dans les pays où vraiment il y a beaucoup de choses à revoir. Et il a l'obligation surtout de satisfaire les citoyens ghanéens. Ce Kofi Nayote Kondo, vous connaissez bien le Ghana, la manière de penser des jeunes, la tradition ghanéenne et autres. Voilà, ces protestations sont devenues répétitives. Alors, vous pensez que le président Nana Akufo-Addo va pouvoir réagir et s'il ne le fait pas? Non, en réalité, je crois que c'est l'option politique qu'il a choisie qui lui serait peut-être fatale s'il ne se ressaisisse pas rapidement pour faire une consultation avec les autres classes politiques et voir quelle est l'orientation qu'il faut donner à la crise. Justement, s'ils ne réagissent pas rapidement,
ça va l'emballer fortement parce que les jeunes Ghanéens, s'ils sont déterminés à aller, ils vont jusqu'au bout, même jusqu'au période de leur vie. Oh, oui. Non, en fait, tel que l'a dit M. Constant, j'ai souri un peu parce que la classe politique ghanéenne a une ruse. Même en cachette, ils ne viennent pas en surface, mais ils tirent la ficelle très durement pour que ça puisse... Vous pensez que ces jeunes sont peut-être manipulés? Non, pas encore manipulés. Pas forcément. Pas forcément. Puisque au Ghana, ce ne sont pas les partis politiques qui font la scène, hein. C'est les organisations de la société civile qui font la scène avec les syndicats qui font vraiment la scène. Et ce qui fait que les partis politiques prennent assise sur ces organisations pour pouvoir asseoir leur hégémonie. Donc du coup, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ces jeunes, tels que ça se présente, à dos, même si il fait les yeux doux au pays francophone, il doit vraiment l'afficher et ça doit faire l'objet des discussions au Parlement obligatoirement. Et le Ghana doit faire la démarche officielle de son adhésion à la francophonie pour que cette cohabitation avec les autres pays, les pays francophones puisse être assise. Et nous avons que dans la sous-région, les pays francophones sont cités comme les mauvais élèves en matière de la démocratie. Et donc, s'il regarde, il fait ces jeux, et on parle de la mauvaise gouvernance toujours dans les pays francophones, et que, naturellement, on voit les esquisses de cette mauvaise gouvernance dans cette démarche, dans ces pas. Naturellement, les gens diront que celui-là, ce n'est pas l'homme de la situation. Il faut quand même le faire partir. L'impact de ces manifestations dans la gouvernance du président actuel, Nana Akufo-Addo, et surtout dans sa politique? Je pense que ces manifestations constituent un appel à revoir sa copie. Nous l'avons déjà expliqué. Vivement que ces manifestations n'aillent pas jusqu'à bloquer l'appareil économique. Ce serait bien dommageable pour le régime. Il a encore 2 ans minimum pour finir son mandat. Vivement qu'on n'en arrive pas à une crise qui l'obligerait à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Alors, l'impact, il est clair. C'est déclenché. Il faut trouver la solution. Et la solution doit être des mesures. Les manifestations n'étant pas des manifestations politiques, il faut trouver des formules économiques, des formules financières pour amener les jeunes à trouver un mieux aller, à amener les populations vulnérables, les populations à la base, des communautés reculées, dans des zones éloignées, peut-être qui ont moins accès aux avantages du développement du pays. Il faut trouver des formules nécessairement pour remédier, pour apporter une sorte de bémol, une sorte de solution, un palliatif à cette situation. Peut-être s'il a envie de tricher au Togo, il pourrait tricher les mécanismes du développement à la base. C'est tricher positivement. Tricher positivement. Donner la possibilité aux communautés à la base de s'autodéterminer financièrement, économiquement, pour que ces communautés ne dépendent pas toujours du pouvoir central, mais trouvent un mécanisme de financer les activités économiques, de soutenir ces communautés à la base pour que la prospérité soit la mieux partagée. Voilà un exemple de triche que le Ghana peut faire au Togo, mais pas un verrouillage de la liberté, ça ne sert à rien. Le système ghanéen, il y a un sens très élevé du patriotisme au Ghana, contrairement au Togo. Contrairement. Et d'ailleurs, quand vous franchissez la frontière à Plao, la frontière ouest, le comportement du Togolais ordinaire est très ressenti. Plusieurs fois, j'ai vu des Ghanéens poser la question à certains, est-ce qu'il ne vient pas du Togo?
parce que des comportements anti-patriotiques sont vite ressentis par les Ghanéens. Les Ghanéens, vraiment, ils sont très patriotes et ce ne sont pas des gens qui s'amusent avec leur pays. Non. Alors, le président Addo a vraiment l'obligation de revoir sa copie de la gouvernance pour amener les citoyens à se retrouver dans sa vision ou corriger ses pas, corriger les revirements qu'il a entamés si ces revirements ne sont pas à l'avantage du pays. Voilà. Alors, M. Kofi Nayote Kondo, le président Nana Akufo-Addo, serait en train de cogiter avec son équipe pour pouvoir trouver des solutions. Ça urge. La solution aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de sa famille politique seulement. Je l'ai dit, il doit faire des concertations, il doit faire des consultations, pour être plus précis, des consultations avec les autres partis et même écouter les deux grands mouvements syndicaux qui sont au Ghana et puis la classe de la société civile. Il doit vraiment consulter toutes ces personnes et le patronat ne doit pas laisser du reste et puis ça lui permettra d'avoir le schéma. Et il doit accepter les erreurs qu'il a opérées jusqu'à présent, voir comment les corriger, même s'il faut vraiment écourter le mandat. S'il faut écourter le mandat, aller vers cette option pour sauver le Ghana, afin de ne pas sombrer. Les élections anticipées, afin de ne pas sombrer complètement. Parce qu'aujourd'hui, il ne doit pas faire pour faire chuter complètement son mouvement politique. Son parti politique ne doit pas chuter. Sinon, là où ça va, je crois que s'il ne fait pas un effort, sa famille politique peut avoir de la peine à sortir encore un président pour le Ghana. À revenir au pouvoir dans les échéances futures. Allez, dernier mot sur le Ghana et on passe à la Côte d'Ivoire peut-être. Monsieur Constant Lemou. Que le Ghana connaisse la paix, c'est l'essentiel. Que les manifestations trouvent solution et le président retrouve raison, qu'il aille vers la concertation. N'oubliez pas la chefferie traditionnelle, elle est très importante. Vous l'avez bien fait de souligner, les partis politiques, au moment des enjeux électoraux plutôt, il y a un respect vraiment envers la chefferie traditionnelle, envers la société civile, qui ne font pas du jeu pour du jeu politique, non, mais qui voient vraiment l'intérêt du pays. Alors, les partis ou les candidats qui acceptent les orientations de la chefferie traditionnelle, de la société civile et les forces économiques, eh bien, ces candidats ont plus de chances d'accéder au pouvoir. C'est ce qui a manqué. Et la CENI a fait un mauvais jeu et nous vivons les conséquences. Que la paix règne au Ghana, nous n'avons pas besoin que d'autres zones troubles aux conséquences extra-nationales. Rapidement, des troubles graves au Ghana auront des conséquences sur le Togo et sur la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'étant pas encore au bout de cette peine, le Togo n'a pas encore les ressources nécessaires pour supporter des flux d'étrangers qui trouvent refuge. Vraiment que la paix règne au Ghana. Que ces manifestations de mécontentement aboutissent à un appel, à un rappel à l'ordre du président et de son régime, qu'il ait le sens de l'écoute de sa population et qu'il trouve solution. Surtout qu'il a fait la médiation au Togo pour le mouvement de 2017 jusqu'à un moment donné. Il est aguerri pour ça. Il doit être aguerri. Je ne voudrais pas toucher ce sujet pour ne pas fâcher quelques Togolais. Alors, on prend le vol donc d'Accra pour aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays limitrophe du Ghana. On se souvient de cette rencontre empreinte de sourire, de tutoiement et surtout d'accolade entre le président actuel Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui lui avait demandé de libérer les prisonniers politiques. C'est le tour d'un ancien président encore, Henri Konan Bédié, de demander au président Alassane Dramane Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Et le président Ouattara a entendu l'appel des deux anciens présidents. Dernière nouvelle, 78 détenus libérés. L'apaisement, M. Constant Lemou, on commence toujours par vous. L'apaisement se poursuit en Côte d'Ivoire.
Et je dirais, félicitations au président Ouattara d'avoir écouté les appels de ses prédécesseurs. C'est très important, c'est un pas très important. Laurent Gbagbo avait présenté une liste de 110 détenus à libérer. Bédié est revenu à la charge sans préciser un nombre. Mais rappelons qu'au lendemain de la crise électorale de 2020, l'ancien président Bédié avait déjà rencontré le président Ouattara et il avait posé le problème de la libération des prisonniers politiques, ceux qui ont été mis aux arrêts suite aux manifestations de contestation du processus électoral et même des résultats des élections. Je pense si le président Ouattara est sincère et veut vraiment conduire le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, je pense qu'il devrait aller plus loin que les 118. Il reste 22 sur la liste. Je sais pas si... Sur la liste. Il n'a pas donné les raisons pour lesquelles ces 22 restent encore en prison. Je pense que le président Gbagbo lui avait déjà clairement signifié qu'il a entre ses mains le pouvoir et les moyens de libérer les prisonniers politiques s'il ne trouve pas d'autres raisons pour lesquelles il est détenu. Alors, Monsieur Kondo, c'est la première fois qu'on se rencontre après cette rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo. Comment vous avez vécu ce moment? Je crois que tel que nous l'avions déjà dit sur ce plateau, c'est un moment que nous avions tous attendu et nous savons que ça devait se passer ainsi. Ce n'était pas une surprise pour nous. Entre les vieux loups de la politique, trouver les derniers pour se parler, ça ne manque pas. Et donc, Gbagbo chez Ouattara, je crois quand même que c'est une bonne chose. Et la libération de ces prisonniers est un nouveau pas dans le processus de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Il faut encore aller plus loin, tel que l'a souligné M. Constant. Il y a les réfugiés qui sont là. Il y a les autres. Ça, c'est la liste de Gbagbo. Les autres, peut-être, qui ne savent pas encore quels sont les partisans. Et ils pensent que c'est la population. Gbagbo a donné la liste. Il n'a pas trop de partisans embasillés parce qu'il a co-dirigé le pays pendant... Vous savez, quand on parle de la libération des prisonniers, ce ne sont pas seulement pour la crise politique de ces derniers moments. Il s'agit vraiment des prisonniers politiques de la crise ivoirienne de 2010 jusqu'à ce jour. Et donc, si aujourd'hui, Gbagbo étant libéré, on peut conclure que vraiment, c'est tous les détenus de la crise ou tous les partisans de Gbagbo qui sont détenus, qui doivent écoper de la libération. Comme il a dit, je suis leur figure de proue, je suis libéré, je ne peux pas les laisser en prison. Oui, sur la liste des 110 que Laurent Gbagbo a présenté, il y avait ceux qui ont été arrêtés en 2020. Oui, en 2020. Le troisième électoral, voilà. Sauf que nous n'avons pas l'effectif, nous n'avons pas le nombre de ceux qui avaient été arrêtés pendant cette période-là. Alors, si les 22 qui manquent à la libération, si les 22 sont ceux de 2020, je pense que les discussions doivent se poursuivre avec le président Ouattara pour qu'on en finisse avec la question des détenus politiques. C'est dans l'intérêt de tous. Au lendemain du retour de Gbagbo, on s'était retrouvés sur ce sujet et nous avons souhaité vivement que, au-delà d'un ministère chargé de la réconciliation, il faudrait que le président Ouattara prenne vraiment en main cette responsabilité de conduire la réconciliation, d'assurer la paix. Cela va de son avantage. Si jamais la Côte d'Ivoire aboutit véritablement à une société complètement apaisée, à une politique apaisée, dans la confiance, que les débats politiques se fassent dans la confiance mutuelle et éviter surtout les violences,
je pense qu'il préparerait sa sortie par la grande porte. C'est de son avantage surtout. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est de son avantage de conduire vraiment le processus et en toute sincérité jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve la paix totale. Les pas sont posés, les preuves sont là, les 78 détenus libérés, la rencontre entre le président Ouattara et le président Gbagbo, une rencontre peut-être une autre à venir, la rencontre entre les trois poids lourds de l'opposition, de la classe politique ivoirienne. Non, Ouattara, Gbagbo, Bédié, qui doivent s'asseoir autour d'une table, c'est comme les Ghanéens l'ont dit aujourd'hui, c'est l'agenda de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'agenda des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun prenne à cœur, parce que c'est la lecture que nous avons toujours des pays francophones. On ne parle pas du pays, mais on parle toujours de nos partis politiques. Les gens... Les hommes. Même si c'est des partis, c'est mieux. Les individus. De leurs intérêts personnels. Donc, du coup, si tel est le cas, oui, voilà, nous sommes revenus, nous ne pouvons pas regarder le gâteau foisonné par vous seuls, nous devons avoir notre part, etc. Si c'était ça les raisons, je crois quand même que on n'a rien fait pour l'instant. Ce serait que cette libération serait la poudre aux yeux des Ivoiriens, mais ils n'ont qu'à savoir que c'est une bombe à retardement. Lorsque la population va se réveiller, ils vont être tous balayés. Et Gbagbo, un homme averti, doit savoir qu'aujourd'hui, s'il faut faire la politique jusqu'à en mourir, il doit mourir glorieux. Comment ça veut dire? Non, il doit maintenir le cap jusqu'à la fin et non pas se laisser avasser par le gain personnel et puis voir finalement être nettoyé par la population ou oublié par ses compatriotes et consorts. Parce qu'aujourd'hui, si un faux pas de la part de Gbagbo, ça serait dénoncé et puis ça serait très préjudiciable pour la Côte d'Ivoire et donc pour le processus de réconciliation qui est en train de pointer le nez en Côte d'Ivoire. Quelques faux pas, les gens l'ont déjà souligné. On va marquer la pause pour le journal. On reviendra parler encore de la Côte d'Ivoire et peut-être de l'impact de ces libérations, de ces appels sans cesse des anciens présidents sur la vie politique de la Côte d'Ivoire. La pause, elle s'impose. On revient.